Dimanche le 5, si le 3 fait le mois, le 5 le défait. Décevez-moi pas aujourd'hui. Hein? Faites un like. Faites un like. Il ne faut pas me décevoir. Il ne faudrait pas me décevoir. Des fois que je prédis mon gros lot, comme le gars la semaine passée. Il faudrait quand même que je n'achète un. La semaine prochaine. On va acheter ça la semaine prochaine. Le militantisme à l'école, on achète tout ça à l'école. Le militantisme. Est-ce que plus d'impôts va nous donner plus de services? Hein? C'est un débat que les syndicalistes disent oui. Les autres, je vais vous dire ce qu'ils disent. Hein? Une autre démission, cette fois-là, c'est la mairesse de Sherbrooke. Elle démissionne, elle annonce qu'elle ne va pas se représenter. Je vais vous en parler de ça. On va parler des 2 députés qui sont avocats qui continuent à pratiquer. Tiens. Hein? Ils n'ont pas eu une augmentation de salaire assez élevée. Le 5 mai 1958, la prédiction de combien on va être au Canada en l'an 2000, c'est intéressant. Beaucoup de nouvelles de finances, même pour un dimanche. Il y a Buffett, on va parler. Warren Buffett. Pourquoi on n'a pas eu de récession? On devait en avoir une. Les USA, hein, le rêve américain. Ah, puis tiens, le cacao, finalement. Puis le café. Je vais vous parler du café. Tu veux pas manquer ça. Je veux pas manquer ça. Je te le dis tout de suite. Non, mais pensez-y. Combien vous pensez que ça prend d'arbres pour boire 2 cafés par jour? Réfléchis à ça. Je vais te donner... J'ai la réponse. Ben, la réponse, je l'ai lu quelque part. Le militantisme à l'école, hein, on le voit ce qui se passe à peu près à travers les États-Unis, puis ici à McGill. Je suis pas ici pour prendre la position de personne. Mais pour moi, on avait un débat l'autre jour en dehors des ondes aux débatteurs, justement par rapport au militantisme à l'école. Est-ce que c'est un lieu pour faire du militantisme? La même chose que les entreprises, est-ce que c'est un lieu pour faire ça? Moi, je dis que non. Je dis que c'est les universités forment les débats, on doit laisser les débats aller. Mais là, ici à McGill, on a à faire une occupation. C'est ça que c'est. Hein? La police n'ose pas rien faire. François Legault dit de démanteler, mais de laisser faire la police. La police a peur. C'est sûr que c'est un sujet très incendiaire, mais il reste qu'à un moment donné, tu dois... Il y a des étudiants aussi qui veulent aller à l'école pour apprendre. Hein? Ils veulent pas se mêler de politique ou de cause spéciale. Ils ont le droit d'aller juste choisir cette école-là et d'aller étudier. Et c'est ceux-là aussi qu'il faut penser. À l'Université de Toronto, il y a aussi une occupation. Et il y a un professeur qui s'est émissé dans le groupe. Et la plupart ne sont pas des étudiants. Et c'est ça qu'il faut regarder. Hein? Que des étudiants décident de manifester. Bon, ils étudient là, mettons, d'accord, dans la rue, ça va. Mais là, si ce sont des gens qui profitent d'une cause pour venir s'installer, c'est pas grand, là. Bref. Je prends pas position, je peux pas prendre position. Je ne vis pas là-bas, je ne connais pas qui a raison là-dedans. Fait que je prends pas position. C'est facile de prendre position Russie contre l'Ukraine. Hein? Ici, c'est pas facile. On parle de combat millénaire. Même avec l'Ukraine, ça fait longtemps qu'il y a des Ukrainiens qui sont ici. Là. Ça fait longtemps qu'ils se font taper dessus par la Russie. Là. Donc, là, juste parler du militantisme à l'école, pour moi, ça n'a pas sa place, tout simplement. Hey, plus d'argent. Hein? On dit tout le temps, les syndicats disent « Ah, ça prend plus d'argent, puis il n'y a jamais assez d'impôts, puis regarde la Suède, puis la Finlande, puis la Suisse, ce qui se passe. Hein? Des pays socialistes, les syndicats veulent qu'on devienne socialiste. Et pourtant, regardez l'état du système de santé. Hein? Là, on vient de nommer une Top Gun. Combien de temps qu'elle va rester? Hein? Je regardais quand même son parcours à Geneviève Biron, et ils ont comme été 3 à se relayer la présidence du groupe Biron, qui est un peu spécial, tout dans la famille. Et est-ce qu'elle va avoir la patience de gérer avec les syndicats? Parce que c'est ça, hein? Les syndicats sont là pour dire non tout le temps. Et pourquoi qu'on est rendu avec un mammouth, tout simplement en santé?
c'est que les syndicats ont tiré la couverte de leur côté et il n'y a rien à faire. Hein. Ils vont continuer à le faire. Il va falloir que... Le problème, son problème à elle, c'est qu'elle est pognée avec la gang de Québec solidaire et de la gauche et probablement du PQ, qui vont toujours dire, vous voyez, elle vient du privé puis elle veut mettre des gens dehors. Hein? C'est ça. Elle va toujours se faire reprocher de venir du privé. Si elle venait du public, ben, elle dirait, ils comprennent. Donc, on est complètement cuit. Donc, est-ce qu'elle a le goût et la patience d'endurer ça à tous les jours? Les critiques sur les réseaux sociaux, les critiques en politique, elle va avoir des critiques tout le temps. Vous vous souvenez, en 2010, vous en souvenez pas, hein? En 2010, Jean Charest, justement, pour améliorer le système de la santé, a introduit un impôt. Hein? Le fonds, comment qu'on l'appelait? Le fonds de santé. Hein? Contribution au fonds de la santé sur notre rapport d'impôt, qui va jusqu'à 200$. Avez-vous vu une différence, à part qu'on a continué à embaucher, mais pas aux bons endroits? C'est ça, hein? On a rajouté des taxes sans changer le système, sans changer, puis là, les syndicats ont dit « Oh, il y a de l'argent, donc on va en profiter, il faut embaucher plus. » Les syndicats, c'est pas toujours la solution, puis les syndicats ne devraient même pas se mêler de gestion. Les autres devraient, avec le cadre de travail, ils devraient dire « OK, parfait, je vais faire ça. » Mais non, ils se prennent pour des leaders, ils font du militantisme à côté dans le tapis, et ça donne ce que ça donne. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire, mais sincèrement, va-t-elle avoir la patience? Pas certain, hein? J'ai toujours dit qu'il fallait utiliser le pétrole pour tuer le pétrole. Et qu'on n'aurait jamais dû dire non à l'exploration pétrolière au Québec. On a dit non. On a décidé que c'était pas pour nous. Regardez l'Alberta. L'Alberta qui est riche. L'Alberta qui est en train de faire une transition dans notre face assez importante. Ils installent des panneaux solaires en quantité industrielle. Ils sont les champions canadiens de l'installation des panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils voient les dommages du pétrole aussi. Hein? Donc, c'est fantastique, mais vous savez ce qui est encore mieux? Il y a un nouveau mot hein, qui s'appelle l'agrivoltaïsme. Oui. Parce qu'en France, dans les vignobles, il y en a. Et ben, tu peux pas laisser des panneaux solaires comme ça sans couper le gazon. Comment tu coupes le gazon? Ben, en Alberta, ils ont utilisé les moutons. Ils utilisent les moutons pour couper parce que sinon, ça devient assez problématique de te promener dans des champs à perte de vue avec des panneaux solaires. Puis s'ils laissent l'herbe pousser, ben, ça peut passer en feu, tout simplement. Donc, intéressant de voir ça évoluer, mais on a passé à côté parce qu'on a besoin du pétrole. Puis on l'achète d'ailleurs. Puis à chaque fois qu'on achète du pétrole, le Québec s'appauvrit. Hein? Fait que, voilà. Ça va justement au Québec, tiens. Une autre émission, la mairesse de Sherbrooke, elle va rester en poste, mais on l'a vu un paquet, hein? Il y a eu un renouveau dans les dernières élections municipales. Bon, on peut le voir aussi avec Émilise. J'ai beaucoup aimé l'analyse de Rudy à Radio-Canada là-dessus. Rodolphe, là, qui est avec moi au débatteur à l'occasion. Pas à l'occasion, assez souvent. Il a dit, il y a un grand mouvement de la gauche. La gauche, c'est normalement contestataire. Hein? Ils arrivent au pouvoir et là, ils tombent dans la réalité. Ils sont plus dans le rêve, ils sont dans la réalité. Et la réalité est pas mal plus difficile. La réalité, il faut gérer avec des ressources. La réalité, tout le monde met le blâme sur les réseaux sociaux. Ben, pensez-y, ceux qui veulent se lancer en politique. Les réseaux sociaux vont être là tout le temps. Hein? Tout le temps. Il n'y a rien qui va changer avec les réseaux sociaux. Malheureusement, les gens donnent leur opinion. Ils ont le droit de donner leur opinion. Est-ce qu'on a le goût d'entendre ça tout le temps? Peut-être pas. Mais est-ce que la gauche est adaptée pour venir au pouvoir dans un contexte où on a des compressions budgétaires, où il faut gérer un budget? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Hein? Ça n'a pas rapport si c'est un homme ou une femme. Il faut regarder leur capacité à endurer. Là, il faut en tenir compte. Les prochains maires, s'ils n'ont jamais fait de manger des petites volées sur les réseaux sociaux, je les excuse pas, j'en mange à tous les jours, je me suis habitué. Est-ce que je ferais un maire qui s'en fout? Oui. Est-ce que je suis apte à la politique? Oui, j'en ai mangé des coups sur les réseaux sociaux, mais c'est peut-être ça qui arrive. Hein? Je dis, wow, moi je veux pas ça, puis avec raison. Il n'y a personne qui veut ça, personne ne veut se faire détester autant.
Mais quand tu n'es pas habitué, ça fait mal. Ça m'a pris du temps à m'habituer, 2-3 ans. Puis après ça, j'ai fait, OK, ben, je m'en fous. Hein? M'en fous. Donc, faut faire attention à qui on met au pouvoir. Est-ce que c'est des militants? Si c'est le cas, leur chance de durer est très courte parce que c'est frustrant toujours faire quelque chose, penser que tu vas aller au pouvoir faire quelque chose. Et regardez, le ministre Bellemare l'avait fait. Hein? Tout simplement, Marc Bellemare avait quitté tout simplement la politique pour dire, regarde, il n'était pas militant, il était venu en politique pour faire quelque chose, ça n'a pas marché, il est parti. Mais c'est ça. Coudon, tabarnouche, ils n'ont pas monté les salaires des députés. Il y a 2 députés. Il y a Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire, puis un autre, Brigitte Garceau du Parti libéral, qui continue à pratiquer. Ça slide, là, pas des gros contrats, puis ils vont pas devant un juge. Mais imaginez-vous que tu appelles, mettons, Guillaume Clich, qui est député de Québec solidaire, pour expliquer ta cause, puis il prend ta cause. Tu as un député qui est avocat. Tes chances, tu penses dans ta tête que tes chances sont meilleures. On a augmenté le salaire des députés à 130 000. Est-ce que c'est normal? Il y a Mercadier qui continue à être médecin. Il rend des services à la population qui ne facture pas. Différent. Est-ce que quelqu'un peut continuer à facturer quand même qu'il n'utilise pas le email de l'Assemblée nationale? Il faut se poser de sérieuses questions. Ils ont un salaire décent comme député maintenant. Il y a une différence entre Amir Kadir qui continue à être médecin, mais ça nous dit tout quand même sur l'engagement. Hein? On parle souvent de certaines personnes qui sont des plantes vertes en député, suite à Claire Sanson. Mais il faut bien se rendre compte que si tu as le temps d'aller faire autre chose, c'est qu'il te reste. Tu n'es pas tout le temps dédié à la politique pour laquelle tu as mis au pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Faut y penser. Hein? Faut y penser. Danielle Lorrain a fait tout un bijou dans le Journal de Montréal, avec raison. Elle dit, Madame Plante, rendez-nous Montréal. Faites-nous plaisir en ne vous représentant pas. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Faut regarder à un moment donné, tu sais, comme entrepreneur, là, moi je regarde puis je me dis, bon, ici je me suis cassé la gueule. Tu sais, faut arrêter avant de faire faillite. Montréal ne peut pas faire faillite, mais est-ce que Montréal est mieux depuis que Valérie Plante est au pouvoir? Ah, elle a mis des pistes cyclables. Ben, c'était son objectif. Elle va fermer le Mont-Royal. Il n'y a personne qui a demandé ça. Même son fameux comité avait dit non, il ne faut pas le faire, elle va le faire pareil. Elle est en train de rendre Montréal plus laid que ce qui était. Dans une entreprise, si tu achètes une entreprise, puis pendant 8 ans, tu la rends plus laide, elle va fermer après 8 ans. À un moment donné, il faut être humble, puis dire, ouais, je vais sortir gracieusement, elle va dire que je vais aller m'occuper de ma famille, trouve une excuse, mais elle a raison, Danielle Lorrain. Il faut que Montréal ait quelqu'un digne de ce poste-là, qui nous la rende belle, qui nous la rende vigoureuse, qui la remet sur les rails. On n'a pas été gâtés à Montréal. On n'a pas été gâtés, ça fait longtemps. Peut-être Jean Doré a fait quelque chose de pas pire, mais Simonac, on fait pitié. Hein? On fait pitié. Ça en va ici, et vous allez aimer ça. Je vous amène. Bien, un nouveau jour va se lever et son regard. Je suis en 1958, le 5 mai 1958. Population prédite au Canada pour l'an 2000, 54 millions. Je rappelle qu'on est 40 millions aujourd'hui en 2024. Ça, c'est pas avéré vrai. Pourquoi il a fait une prédiction comme ça? Si le taux de croissance actuel, en 1958, le taux de croissance était élevé, il y avait 28, le taux de natalité était 2,8. En ce moment, il est à peu près 1,3, puis pour qu'une population survive, seulement, c'est 2,1 pour qu'elle se maintienne. On a eu beaucoup d'immigration, autant dans le temps. Il y avait moins de mortalité aussi. Donc, le taux de mortalité canadien est tombé de 9,4 par 1000 à 8,2. Le taux de natalité canadien était de 28 par 1000, donc c'est 2,8 %, ce qui est énorme.
C'est maintenu un peu plus élevé qu'aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et on avait assez de ressources. Il ne faut pas s'inquiéter. Aujourd'hui, on s'inquiète de voir si on a assez de ressources pour les 40 millions. Mais on ne s'inquiétait pas comme ça. En 1958, il y en avait assez de ressources. Donc, c'est intéressant. On n'est pas 54 millions 24 ans plus tard. Warren Buffett ou le S&P 500. Je vous parle toujours d'investir dans le S&P 500. Si le 1er janvier 1965, mettons en 1965, oubliez le 1er janvier, je ne sais pas si Berkshire Hathaway a vu le jour à la bourse, mais si vous aviez pris le choix de dire, tiens, je mets 1000 pièces avec Warren Buffett, ce petit nouveau-là, qui vient d'acheter une usine de textile, ou 1000 pièces dans le S&P 500. 1000 pièces dans le S&P 500, vous aurez rapporté 3000 pièces. 300 000 aujourd'hui. Donc, mes parents auraient mis 1000 pièces quand je suis né en 1967, ça serait à peu près 300 000 quand même. Pas pire. Très bon. Si tu avais mis 1000 pièces dans Berkshire Hathaway en 1965, 42,5 millions que tu aurais aujourd'hui. Hein? C'est la performance et c'est pour ça que Warren Buffett est une vedette de l'investissement, sa façon de faire des investissements, de rechercher des titres à dividendes, a marché toute sa vie et d'acheter des bargains en regardant pas le cours de la bourse à tous les jours et en disant c'est une bonne équipe, c'est une bonne compagnie, bon, on va l'acheter. Donc, ça a fonctionné. 42,5 millions quand même. Hein. Donc, intéressant. C'était la grande messe hier. J'ai pas eu le temps de voir tous les détails. Mais regardez ça probablement aujourd'hui. On va vous en parler au courant de la semaine prochaine parce que là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va être la première compagnie qui va valoir 1 trilliard, qui n'est pas en techno. Il approche dangereusement. Il n'est pas en techno, mais il y a quand même beaucoup de Apple. Hein? Puis ça, il dérogeait de son modèle d'affaires en 2014 lorsqu'il a acheté du Apple. Et d'ailleurs, regardez ces genres d'investissements-là. Avec Apple, il récolte 906 millions par année de dividendes. Avec Coca-Cola, qui a acheté en 1984, pour 700 millions, il reçoit chaque année 350 millions de dividendes. Donc, c'est énorme. C'est pas si pire pour des petits placements à 3,5, mais quand tu fais ça à chaque petit, puis tu réinvestis les dividendes comme il fait. Donc, voilà, il est assis sur une montagne de cash aussi, 168 milliards, qui est de disponible pour acheter une bargain quand ça va se présenter. Intéressant. Parlant de bargain, on doit être en récession en ce moment depuis longtemps. Et pourquoi on ne l'est pas? Bien, tout simplement, hein, parce que on a du cash. On a des liquidités, tout simplement. C'est ce qui nous a sauvés d'une récession actuelle. Pourquoi il y a des liquidités? Bien, les gouvernements se sont surendettés pendant la pandémie. On a eu beaucoup d'épargne. Et les entreprises qui ferment en ce moment, c'est tout simplement des entreprises où les gens qui font faillite, c'est des gens qui étaient, de toute façon, auraient pété, peu importe la situation économique qu'on aurait vécue. Bien, cependant, il faut faire attention. Si on se base sur les liquidités, c'est comme si on arrache une planche après la maison pour chauffer le poêle à bois. Il faut faire attention de ne pas s'asseoir là-dessus puis trouver une solution pour garder les liquidités qu'on a. Et ça, c'est tout un défi. Les temps sont plus durs comme entreprise, je le vois. Je suis aux premières loges du commerce de détail, de l'alimentation, dans le plaisir, et je le vois. On doit travailler 2 fois plus fort actuellement qu'on travaillait pendant la pandémie. Il faut l'accepter. Hein? C'est ça, être entrepreneur, c'est toujours se renouveler tout le temps. J'ai même pas de garantie, malgré tout le travail que je fais, malgré le fait que vous me connaissez, malgré le fait que j'ai quand même un bon reach, malgré que je fais de la télévision, que je fais de la radio, j'ai pas la recette pour savoir si je vais être encore là dans 5 ans. La seule chose que je sais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et quand je vais me coucher ce soir, on va dire, est-ce que j'ai réussi ma journée? L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est une journée à la fois. Tout simplement. Ça s'applique vraiment. Quand tu veux régler un problème de dépendance ou de peine d'amour, tu dis, je vais prendre une journée à la fois. Ben, c'est ça l'entrepreneuriat. Hein? C'est de prendre une journée à la fois et de voir, il faut avoir un plan où on veut être, mais de le prendre, de ne pas le voir à tous les jours. De voir, regarder, est-ce que j'ai réussi ma journée? Est-ce que j'ai tout fait pour améliorer la compagnie aujourd'hui? Justement, pour ne pas aller piger
dans les liquidités qui doivent servir dans des cas de force majeure, tout simplement. Ah, les États-Unis, le royaume du capitalisme, le rêve américain, hein? Est-ce que c'est encore un rêve? Est-ce qu'on peut percer aux États-Unis? Est-ce que je rêverais de percer aux États-Unis? Ben oui, c'est bien évident. Comment on le fait maintenant? Et regardez ce qui se passe aux États-Unis. Dès que tu deviens trop dangereux, mettons comme les Chinois qui prennent de plus en plus de place, comme TikTok, Temu est accepté et chaîne parce qu'ils mettent tellement d'argent en pub avec les grands Facebook de ce monde que Facebook ne peut pas faire aller ses lobbies pour les bloquer. Mais TikTok, définitivement. Regardez Google, Facebook, Amazon, tous ces grands-là se sont fait poursuivre par l'État en situation monopolistique. Donc, ils ont tous commencé de zéro. Ils ont investi, ils ont acheté des entreprises, bien entendu, puis à un moment donné, ils deviennent tellement gros que le gouvernement dit non, on t'a laissé aller, mais là, t'es rendu trop gros. C'est comme si on disait à Michael Phelps, là, tu as gagné assez de médailles, là, c'est assez. Là. Tu vas venir en cours, tu vas expliquer ta technique aux autres, puis on va t'arracher un ongle à chaque jour que tu gagnes une compétition pour que tu ailles mal. C'est à peu près ça. Donc, les États-Unis ne sont plus le rêve américain. C'est plus vraiment un rêve. Hein? C'est devenu pas mal un cauchemar, faire affaire avec un pays qui se veut capitaliste, mais qui agit de plus en plus en protectionniste, en communiste, sans le dire, bien entendu, en socialiste, et pas tellement le fun. Quand tu regardes tout ça, là, quand tu regardes ça aller, tu te dis, hey my God, le rêve américain peut virer en cauchemar assez rapidement. Et le prix du cacao, cette semaine, il y a une fille de Chénéville, dans mon coin, qui travaille avec le chocolat blanc, entre autres, hein, comme nous autres, on travaille avec les 5 chocolats. Et elle s'est plainte, elle dit, guys, fait rire quand on commence une phrase. Guys, le monde du chocolat va pas bien. Ben, à un moment donné, il faut que tu magasines tout le temps. Moi, j'ai regardé mes prix, et mes prix ont monté très peu ou pas du tout dans le chocolat depuis 1 an. Pourquoi? Ben, parce que mon fournisseur ne m'a pas refilé. Et on a la réponse aujourd'hui, pourquoi le chocolat a autant monté. Je vous montre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le domaine du chocolat. Ben, il redégringole, hein, il était monté presque à 12 000. Là, il a monté à 12 000, il dégringole à 8 150. Et là, on apprend que, en grande majorité, c'était beaucoup de la spéculation, de spéculateurs qui se sont mis ensemble, un peu quand on a fait monter GameStop, pour faire monter le prix du cacao jusqu'à 20 000. Ils voulaient le faire monter à 20 000. Et là, à un moment donné, les réserves sont là. Oui, il y a eu de la mauvaise température. Oui, il y a eu des maladies. Mais là, il pleut en Afrique en ce moment. Donc, ça devrait être une bonne année de production. Donc, le prix redescend. Mais tu sais, à un moment donné, avant d'aller se plaindre, faut faire du magasinage. Hein. Moi, c'est bien évident que si mon fournisseur me donnait des prix, comme elle disait, qui avaient doublé ou triplé, ben avant de sortir ces réseaux sociaux, je regarde voir si j'ai pas des alternatives. Si j'ai pas d'alternative, là, tu peux sortir pour dire « Hey, ça va pas bien. Hein, ça va vraiment pas bien. » Mais il faut suivre aussi l'explication mondiale derrière ça. Là, on l'a. Pourquoi que ça a monté autant? Et est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va repartir? On ne le sait jamais. La spéculation, c'est assez intense. Et parlant de spéculation, vous êtes reparti maintenant sur Tesla. Ouais, je vous montre. Pas ça pantoute. Pas ça pantoute que je veux vous montrer. C'est ça ici. Hein? Tesla. Remonté de son plus bas, il y a à peine une semaine, 142 $, vous l'avez fait remonter jusqu'à presque 200, et là, il se maintient à 182. Et pourquoi? Parce que la bourse, c'est des émotions. Et imaginez-vous un modèle d'intelligence artificielle qui essaye de comprendre ce qui se passe derrière ça. Il ne peut pas le comprendre en regardant juste les chiffres. Les chiffres ont dit que ça valait 130 $, l'action de Tesla, et moins. Là, vous l'avez fait remonter. Tesla, sur papier, vaut 63 fois les bénéfices, donc plus cher qu'NVIDIA, qui est 33 fois, qui est à 800 $. Ça n'a pas rapport au prix de l'action. Il faut regarder combien il y a d'actions en circulation. Là. Mais là, vous êtes reparti. Pourquoi? Parce que Elon Musk dit maintenant, fini les autos électriques. On va en vendre, mais c'est une commodité.
Alors qu'avant, ben, c'est ça qu'on achetait. Là, il dit parfait. Lui, il veut toujours être un précurseur. Puis je le comprends parce que l'auto électrique, maintenant, ça va devenir une commodité. Donc, il n'y a plus de valeur ajoutée pour un créatif comme Elon Musk. Fait que lui, il dit, parfait. Ton char, comme dirait Valérie Plante, ton char va devenir un centre de données qu'on va pouvoir utiliser quand il est parqué chez vous. Donc, se transformer un peu avec Amazon, avec le cloud, d'utiliser la puissance de l'ordi pendant qu'il n'est pas utilisé. Première chose. Deuxième affaire, il veut concurrencer Uber en offrant une plateforme. Pourquoi une plateforme? Parce qu'il va y avoir des robots taxis. Donc, il est en train de développer la technologie pour ne plus avoir ni de volant derrière dans une auto. Donc, encore là, on va acheter un rêve qui va peut-être se passer dans 10-15 ans. Peut-être avant. La technologie de conduite autonome, elle est là. De ne pas avoir de volant, qui est mon rêve. Moi, je rêve. Ce que Elon Musk veut faire en ce moment, j'achète pas d'action de ça, je vais acheter l'auto, comme je disais dans Les Dragons. Ton idée est bonne. Je ne vais pas investir, mais je vais être un client. Hein? Ben oui, je vais être un client. Je rêve de me promener et de ne pas conduire mais d'ici 10 ans, les batteries vont s'améliorer, donc on est correct, tout simplement. Donc, c'est ce qu'il rêve de faire, de concurrencer, donc d'avoir un nouveau modèle d'auto, de concurrencer Uber, parce que ton auto qui dort, pourquoi elle dormirait? Tu la mets comme taxi. Hein? Elle part. Quelqu'un va aller la chercher et il va appeler une application comme Uber. Hein? Et tu vas pouvoir te commander un taxi qui va venir te chercher. Mais il n'y aura pas personne dedans. Ça se fait déjà ailleurs, mais il n'y aura pas de volant non plus. C'est vraiment... Est-ce que c'est réaliste? Ben, c'est le rêve. C'est ce qui vend Elon Musk, du rêve constamment, puis vous embarquez parce que vous êtes c'est comme une secte. Comme une secte. Cependant, il a réussi à démocratiser l'auto électrique. Est-ce qu'il va réussir à démocratiser les robots taxis? Il n'est pas tout seul. Il y en a plusieurs qui s'en viennent et c'est de plus en plus là. Et espérons que je vais voir ça. Je pense que je vais être capable de voir ça de mon vivant. Ben oui. 56 ans, là, ça va arriver à ma 40 ans. Là. Donc, j'ai des chances. J'ai beaucoup de chance. Ben, coudonc, quel céréale vous aimez? Ben, il y a un sondage. Moi, j'en mange pas de céréales, mais les céréales les mieux aimées, c'est les cornflakes avec 28% que vous aimez le matin. Le deuxième, pas le deuxième, mais je vais un peu avec ceux que vous connaissez, parce que dans le sondage qui s'est fait en Angleterre et en Europe, il y a bien des céréales qu'on ne connaît pas. Mais ceux qui sont à 18%, c'est les Rice Krispies et les dernières que vous aimez, qui sont supposées être bien bonnes pour la santé. Quand je lis les vieux journaux, c'est bon contre la constipation puis la diarrhée, selon les vieux journaux du temps. Ben, il y a le Whole Brand à 4% que vous aimez le matin. Pour terminer, combien vous pensez que vous nécessitez d'arbres si vous prenez 2 cafés par jour? C'est assez impressionnant. Puis on parle de plus en plus de faire du café synthétique. Et ça va être probablement dans les prochaines recherches, est-ce qu'ils vont être capables de faire un café de façon synthétique comme ayant le même goût et la même crème qu'on a? Ben, c'est à suivre parce qu'un arbre à café ne donne qu'une livre par année. 2 tasses par jour nécessitent donc 20 arbres, à peu près. C'est énorme, hein? Donc, chaque personne qui prend 2 tasses, j'en prends 4. Donc, je demande 40 arbres pour moi. Ils ne poussent pas dans ces régions froides. Donc, on boit 2 milliards de café par jour. Écoutez, c'est énorme, la déforestation, quand tu regardes ça, pour faire pousser le café. C'est énorme. C'est énorme. Je me sens un peu mal, mais j'aime trop ça pareil. Je vais continuer à en acheter pour qu'ils fassent des recherches. C'est comme ça que je vais le faire. Ils vont faire des recherches à un moment donné avec l'argent qu'on leur donne, tout simplement, aux producteurs de café. Donc, voilà. Eh bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ben, si vous ne voulez pas que le 5 défait le 3, j'ai une très, très bonne journée. Ben, venez donc nous voir, françoislambert.one, et il reste encore beaucoup de temps pour commander pour la fête des mères, mais faites-le avant mercredi pour s'assurer que vous ayez vos colis à temps.
Allez, bye, bonne journée.